Vous écoutez Tiny Sphere, le podcast de la Tiny House. À chaque épisode, je vous propose de décrypter la Tiny House et de vous apporter des informations concrètes avec des retours d'expérience. Bonjour et bienvenue, je suis Céline Chatriot, fondatrice de la société EasyPlace, facilitateur en projet de micro-habitat et de Tiny House. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast Tiny Sphere, le podcast dédié au Tiny House. À chaque épisode, je vais vous présenter soit des interviews, soit des témoignages ou carrément un sujet d'actualité. Cela n'a échappé à personne, les tiny house sont en vogue. Alors, loin de moi de vous faire toutes les éloges sur le micro-habitat ou tiny house, en fait, ce podcast a été pensé pour vous amener vraiment des informations pratico-pratiques et des retours d'expérience. Épisode 5, les plantes sont nos amis, découvrons la phytoépuration. Aujourd'hui, je vous présente Valentin Roland, expert en phytoépuration. Bonjour Valentin, ravi de te recevoir sur le podcast de la Tiny House. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est assez technique, l'assainissement. Et c'est vrai que si on n'est pas confronté, peu connaissent précisément comment ça fonctionne. Mais avant de rentrer vivement dans ce sujet, est-ce que tu peux te présenter tout simplement qui tu es et ce que tu fais? Bonjour Céline, merci pour l'invitation. Moi, je suis ingénieur paysagiste de formation. J'ai toujours été passionné par les plantes aquatiques, également les zones humides. Et progressivement, je me suis formé dans la phytoépuration. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'assainissement, est-ce que tu peux nous présenter brièvement de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Dans une maison, il y a plusieurs types d'eau usée. Les eaux grises et les eaux ménagères, c'est la même chose. Ce sont les eaux issues de la cuisine et de la salle de bain, donc douche, également lave-linge. Et puis, il y a les eaux vannes, ou aussi appelées les eaux noires. C'est tout un jargon. Les eaux de toilette aussi, non? Voilà, alors c'est pas les eaux de toilette, c'est plutôt les eaux des toilettes. Il y a une petite variation. Petite nuance, hein. Effectivement. Et puis, il y a deux types d'assainissement. Il y a l'assainissement donc, pour les maisons qui sont en ville, qui sont directement raccordées tout à l'égout, avec des conduites qui vont à la station d'épuration communale. Et l'assainissement non collectif, ça c'est pour les maisons en campagne, qui doivent mettre en place leur propre système autonome, leur station d'épuration. Donc là, on va plutôt se focaliser sur l'assainissement collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, c'est peut-être facile à dire, parce que il y a quand même une grande évolution sur l'assainissement collectif. Est-ce que tu peux nous présenter l'historique, en fait, tout simplement? Tout à fait. Alors avant, à l'époque d'après-guerre, il n'y avait pas grand-chose. C'était dans les fermes, on balançait les œufs domestiques dans la fosse à purin, en gros. Et puis progressivement, il y a une filière qui s'est développée. Donc tout d'abord avec des fosses septiques pour traiter les eaux vannes, puis des bacs dégraisseurs pour traiter les eaux ménagères. Donc les eaux noires et les eaux grises, exactement, séparément, puis par débordement, ces eaux pré-traitées allaient directement dans le fossé ou le cours d'eau. Donc progressivement, après, dans les années 80, on a créé des fosses toutes eaux pour mutualiser le traitement des deux eaux. Donc là, on les assemble. On les assemble, il y a toujours cet effet décantation. Et l'eau qui va sortir, pré-traitée, va être infiltrée dans le sol, donc dans le sol en place, et également traitée par un système d'épandage. Et là, l'épandage, c'est-à-dire c'est une grande surface où l'eau s'infiltre naturellement. Tout à fait, c'est vraiment dans le jardin. Donc ça pose des problèmes de place notamment, puisque on ne peut pas planter d'arbustes ni d'arbres au niveau de l'épandage. Pas d'implantation de cabanon non plus. Donc on a créé plus tard des filtres à sable notamment. Et ça, c'est quelle période à peu près? Alors ça, c'est plutôt les années 90-2000. Donc filtre à sable pour reconstituer un sol drainant et filtrant qui nous permet d'avoir une solution d'assainissement un peu plus compacte. Et on s'est aperçu progressivement que il y avait des problèmes de colmatage en surface de certains filtres à sable. Donc le sable, en fait, qui colmate les molécules du sable, quoi, c'est ça? Des matières en suspension issues des effluents, des eaux usées, qui viennent boucher les petits trous d'air entre les grains de sable. Et on n'utilise pas toute la totalité du filtre à sable, mais du coup juste une partie, et on a des problèmes de débordement. Donc on a eu l'idée de planter des roseaux directement dans ce système-là, pour schématiser. Et en améliorant la technique et en l'optimisant, on a pu créer le principe de phytoépuration. En fait, on a du bon sens et le recours aux plantes, quoi. Si je fais un peu en synthèse pour arriver sur cette méthode-là qui s'appelle la phytoépuration. Exactement. Est-ce que du coup, on peut rentrer plus en détail sur la phyto, comment ça fonctionne? Oui, alors il faut le voir un peu comme un bassin avec une étanchéité.
Mais à la place de l'eau, il y a différentes couches de gravier, gravillon et sable. Donc les eaux usées de la maison arrivent en surface, se déposent sur la surface du sable. Donc il y a un effet séparation de la partie solide qui va se composter en surface. Et la partie liquide va percoler verticalement à travers les différentes couches de sable et de gravier pour être traitée par les bactéries qui sont présentes dessus. Donc en fait, le roseau, c'est un élément secondaire mais essentiel de la phytoépuration parce qu'il offre un support pour les bactéries et il va puiser une partie des minéraux qui sont produits grâce à l'action des bactéries. Donc bactéries qui respirent grâce à l'oxygène, on est toujours sous oxygène. Donc une fois que ces eaux sont traitées par le filtre planté, on les envoie soit dans le sol pour qu'elles s'infiltrent, si la perméabilité le permet, soit directement dans le fossé. D'accord. Et quels sont les avantages de la phyto? Alors je dis phyto, on dit phytoépuration, mais on va faire plus concis phyto par rapport aux autres solutions. Alors tout d'abord, le premier avantage, c'est un avantage visuel, puisque le concept, c'est un jardin d'assainissement. Donc il y a cette double fonctionnalité, on a à la fois un assainissement et un massif paysager. Donc on a des plantes dans notre jardin, des roseaux et des plantes. Voilà. Quel type de plantes? Alors bien souvent c'est du roseau, c'est vraiment notre chouchou puisque il arrive à décolmater correctement cette couche de sable. Mais on peut avoir sur plusieurs autres systèmes des plantes hélophytes variées, donc des plantes aquatiques, comme des iris, des salicaires, des joncs, c'est un peu variable en fonction des projets. D'accord, donc premier avantage, l'aspect esthétique. Exactement. Le deuxième? Ensuite, le deuxième, ça va être en termes de coût. Donc, on est en prix d'achat, on est similaire aux autres solutions. Mais par contre, on est amortissable plus rapidement, puisque l'entretien se fait de manière jardinier. Donc, c'est vraiment le client qui vient jardiner son assainissement et il n'a pas besoin de prestataires extérieurs pour des prestations tarifées d'entretien, de vidange de fosse, puisqu'il n'y a pas de fosse également. Oui, parce que d'habitude, la fosse, tu dois la vider tous les 2-3 ans, quelque chose comme ça? Alors, ça dépend beaucoup du type de système, mais souvent, c'est tous les 4 ans. D'accord, ok. Deuxième avantage. Et en quoi cette solution est adaptée pour les tiny house? Alors, pour les tiny house, on a adapté une solution spécifique qui s'appelle PhytoTiny. Et là, dans le concept, ça rejoint un peu le concept de tiny house, c'est-à-dire qu'on va être avec des matériaux respectueux de l'environnement, notamment matériaux biosourcés. C'est un système aussi qui est réversible, puisqu'il est démontable. Donc c'est intéressant d'un point de vue habitabilité. Il peut être mobile, on peut le déplacer. Il peut être mobile. Et puis enfin, il est assez simple d'utilisation parce que l'écoulement peut se faire de manière gravitaire. Donc on n'a pas besoin forcément d'un système de relevage, pas de pompe. Donc ce qui simplifie un peu la mise en place. Et les étapes de conception d'une installation en phyto, quelles sont-elles? Alors sur la conception, d'abord, il faut réaliser une étude de filière, une étude de conception. Donc on vient sur le terrain rencontrer le client et faire des relevés, donc des relevés topographiques, des relevés de perméabilité de terrain, pour lui proposer vraiment le meilleur dimensionnement. Donc sur le dimensionnement, ça dépend. Alors quand c'est des maisons, on fait le calcul par rapport au nombre de pièces, et avec une moyenne, on détermine le nombre d'équivalents habitants, le nombre de personnes présentes. Et quand c'est tiny house, on va plutôt directement se focaliser sur les équivalents habitants. Le nombre de personnes qui va occuper le micro-habitat ou la tiny. Exactement, on fait souvent une moyenne, 2 personnes dans la tiny. Avec un ratio, si toutefois il y a, un enfant supplémentaire. Exactement, c'est souvent le cas. Ou une deuxième tiny qui peut arriver aussi, j'imagine. Aussi, des projets évolutifs en fonction de chaque projet. Donc du coup, Valentin, étude de conception faite, avec le prise de besoin des clients. Quelles sont les étapes ensuite? Un lien avec la commune? Comment ça se passe concrètement? Il faut d'abord déposer le dossier auprès du SPANC, le service public d'assainissement non collectif. En gros, c'est le service assainissement de la communauté de communes du projet. Et donc bon, ils sont obligés d'accepter puisqu'on a un agrément ministériel depuis 2011 pour cette solution-là, qui est reconnue et validée. Ensuite, on peut passer en phase travaux. Donc 2 possibilités, soit on fait réaliser les travaux par notre entrepreneur, et là on est vraiment sur des délais alors si c'est une maison, ça peut être 3-4 jours, si c'est une tiny, ça peut être une demi-journée, une journée, soit on passe en autoconstruction. Ah, vous faites aussi de l'autoconstruction, c'est-à-dire c'est le client, mais avec votre formation. D'accord, exactement, on va vendre juste le matériel en kit, et on va l'assister et le guider tout au long du projet.
On va se déplacer plusieurs fois pour lui filer un coup de main, notamment sur les parties techniques d'étanchéité. Et il va pouvoir mettre en place son dispositif d'assainissement. Alors c'est souvent réservé aux personnes qui bricolent un petit peu ou Oui, qui ont envie d'en ou savoir faire des plus. économies de manœuvre quelque part, Effectivement. parce que s'il n'y a que l'achat du matériel à faire, ça peut être intéressant. Voilà, ça permet d'économiser 30 à 40% du montant total. Ouais, c'est pas neutre. Pas neutre. Après, avec la phyto, on peut le faire en autoconstruction, mais les autres assainissements, ça c'est pas vraiment possible, non? Alors c'est possible aussi pour les autres assainissements, mais ça peut être plus complexe quand il y a des grosses cuves à enterrer, parce que ça nécessite l'emploi d'une pelleteuse assez imposante. Donc la phyto, c'est aussi un avantage, c'est qu'il y a aussi cette possibilité-là de se dire, je retrousse les manches et je peux le faire aussi, et ça me fait faire des économies. C'est très bien, en ce moment on a quand même besoin d'économies. On a réalisé quelques projets ensemble, Valentin. Alors, je pense qu'on peut en parler pour donner des exemples. Ça peut intéresser nos auditeurs. La première, c'est la tiny chez moi. On a fait une phyto tiny avec des copeaux de bois, c'est ça que tu as mis Exactement, donc on avait, c'est que pour les eaux ménagères, donc il y avait d'abord un premier filtre planté, donc assez restreint sur 1 mètre carré. Je suis en toilette sèche, donc du coup que les eaux grises. Que les eaux grises, les eaux ménagères. Puis après, les eaux s'écoulent donc à travers une fertiépuration qu'on vient mettre en place avec des bordures. C'est en fait une sorte de massif avec des plantes aquatiques. Et là, on utilise le sol pour traiter et infiltrer. Et avant, j'ai oublié de vous dire, mais la partie filtre planté, effectivement, on a des plaquettes de bois, matériaux biosourcés, pour pré-traiter les eaux usées. Alors c'est que moi, je peux témoigner un peu. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'entretien. Parce que les iris, j'ai pas grand chose à faire à part enlever les mauvaises herbes, tu confirmes? Ouais, c'est ça, l'entretien est très faible, hein. Ça demande un petit peu de temps, allez, on va dire une demi-journée par an. En gros, il faut couper les roseaux et les plantes aquatiques en mars-avril. Ensuite, il faut désherber, surtout les 2 premières années, s'il y a des mauvaises herbes qui rentrent dans le dispositif, le temps que les roseaux et les plantes se développent bien. Et après, on peut aussi également récupérer un peu de compost au bout d'une dizaine d'années, si on a des eaux vannes dans le dispositif. Donc là, c'est réutilisable au jardin, c'est l'avantage aussi, c'est qu'on a des sous-produits. D'accord. C'est circulaire, on va produire des boues, donc du compost, du paillage avec les chaumes des roseaux, et on va pouvoir les réutiliser directement in situ sur la parcelle du particulier. Ah, super. L'autre projet qu'on a eu, c'était un regroupement d'habitats légers, de tiny house, là, dans le nord de Nantes, précisément. Tu peux nous en parler un petit peu? Quelle était la demande du client? Alors, le client, il s'est installé sur une parcelle avec sa tiny house, et il accueille également plusieurs habitats légers. L'idée, c'était de mutualiser. Alors, on a proposé un jardin d'assainissement un peu plus grand, de 10 mètres carrés. Du coup, avec toutes les eaux qui sont gérées ensemble. Donc, dans ce cadre-là, c'est un autre système. On a plutôt des couches de sable, de gravier, qui font le traitement. Et le sol était très argileux, donc on a pu rejeter les eaux directement dans le fossé, les eaux traitées. Donc ce terrain-là, je le connais bien, puisque c'est moi qui ai trouvé pour mon client ce terrain-là, qui a une partie constructible et une partie qui ne l'est pas. En principe, la phyto, on doit la positionner sur la partie constructible, mais sur dérogation, en tout cas c'est le cas, on a eu ce cas-là pour ce terrain-là, ça a été accepté. Alors c'est vrai, c'est un peu au cas par cas, mais il faut faire la demande. Ton analyse aussi là-dessus, c'est un retour d'expérience, c'est la même chose, ouais. C'est vraiment des projets, c'est que des cas particuliers dans ce domaine. Donc, il faut bien sûr appeler le service urbanisme de la ville pour vérifier leur réglementation PLU. Et puis, se rapprocher du SPANC également. Après, on trouve toujours des solutions, même en respectant les distances qui sont parfois contraignantes. On arrive à implanter soit en zone agricole, soit en zone urbanisable. Zone non constructive ou zone constructive. Mais c'est vrai que quand je dépose, moi, les dossiers, déclaration préalable ou permis de construire, je dessine en zone constructive parce qu'il faut c'est la conformité. Et après, on leur explique, on leur demande, parce que ils regardent aussi ils viennent sur place, ils voient bien le terrain, et on peut faire une dérogation pour l'avoir non constructible, qui est quand même plus logique, même si c'est chouette d'avoir ça dans son jardin, mais quand on a la chance d'avoir
une parcelle avec une grande partie non constructible, autant la mettre sur la partie qui ne l'est pas. Ah, bien sûr, il faut préserver les terres agricoles avant tout. Troisième client qu'on a en commun, qui est une association, qui est sur une demande aussi un peu spécifique. Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, c'est une association qui agit beaucoup sur Nantes et qui vise à reloger dans des tiny houses des personnes en difficulté sociale et professionnelle. Et en fait, la mairie ou les promoteurs leur prêtent des terrains en attente de construction pour une durée souvent de 2-3 ans, ce qui leur permet de déposer des tiny. Et dans ce cadre-là, ils ont souvent besoin d'un assainissement autonome, parce que parfois ça coûte trop cher de rejoindre le tout à l'égout. Et puis bon, comme c'est temporaire, nous avec nos phytotiny mobiles, ça s'y prêtait pas mal, donc on a déjà réalisé 3-4 projets pour cette association. Et puis il y a l'aspect aussi pédagogique, puisque toute l'association vient ils ont participé en autoconstruction. Ils ont fait de l'autoconstruction. Là, je suis retourné voir, il y a un des clients aussi qui est un peu passionné de plantes, donc il entretient son système. Il s'en occupe très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça devient même un chantier participatif. Donc c'est intéressant même aussi pour l'asso. Non, c'est chouette. Ouais. Et alors, donc la phytoépuration, c'est vrai que on en entend un peu parler, mais ça commence vraiment à émerger. Les habitats légers, tiny house ou autres micro-habitats favorisent aussi, parce qu'on est quand même, en principe, on a un souhait de revenir sur des choses qui fait sens, revenir à l'essentiel, revenir sur du biosourcé. On est quand même vigilant là-dessus. Donc, tu penses qu'il y a une belle évolution pour la phyto demain? Ouais, complètement. Alors pour l'instant, on est un peu le petit pousset de l'assainissement, parce qu'on est jeune déjà, donc pas très connu. Mais on était l'an dernier à 2% de la part de marché d'assainissement non collectif. Et cette année, on est passé à 3%. Donc c'est une belle marge de progression. 1%, mais c'est énorme pour vous. C'est énorme pour nous. Ça correspond à 3000 projets en France. Alors qu'avant, il y a 15 ans, on bricolait du matériel dans un hangar. C'était vraiment ouais, c'est chouette. à l'arrache. Donc ça se développe beaucoup aussi en Allemagne et en Suisse. Et puis, il y a des nouveaux produits aussi qui se développent en fonction du contexte climatique, puisque il y a un manque d'eau criant ces derniers temps, avec des restrictions d'eau potable, notamment pour l'arrosage. Et vous avez développé une solution qui s'appelle la phytoréhute. Très bien. Donc la phytoréhute, c'est pour les personnes qui sont surtout en milieu urbain, donc connectées au tout à l'égout. Il y a une possibilité de bypasser, en fait, de récupérer une partie de leurs eaux ménagères pour la mettre dans une mini phytoépuration qu'on appelle phytoréhute. Faut le voir un peu comme un gros pot de fleurs fleuries. Et du coup, il fait un pré-traitement des eaux ménagères. Un stockage également, qui peut aller jusqu'à 100 litres. Donc tant qu'il y a du monde à la maison à prendre des douches, il y a de l'eau dans la phytoréhute. Et ça permet d'arroser les plantes du jardin, les massifs paysagers, les plantes en pot de la terrasse. Et enfin, on a cette sécurité de le surplus et rejoint le tout à l'égout pour éviter d'inonder la parcelle, parce qu'on reste sur des eaux pré-traitées. C'est vraiment très intéressant, Valentin. D'ailleurs, je vous encourage tous à aller voir sur le site. Donc, tu travailles pour la société Aquatiris, donc sur le site web aquatiris.fr, qui est le premier réseau national spécialisé en phytoépuration. Écoute, un grand merci, Valentin, pour nous avoir exposé ton domaine d'activité. Alors, c'est un sujet comme ça qui fait pas forcément rêver, l'assainissement, la phytoépuration. Mais là, la façon de nous la présenter, je trouve que puis on revient sur du vivant, du bon sens. Et cette solution mérite vraiment d'être connue. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci Céline, et puis à bientôt pour les projets en cours. Ouais, avec plaisir. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la phytoépuration, je vous invite à aller sur le site aquatiris.fr. Valentin Roland travaille pour Aquatiris, qui est le premier réseau national de phytoépuration en France. Donc ça, c'est quand même chouette. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. J'ai l'habitude de finir par une citation, je n'oublie pas. Les tiny house nous rappellent que la grandeur de notre bonheur réside souvent dans l'harmonie que nous entretenons avec l'environnement qui nous entoure. Je trouvais que cette citation allait très bien avec le sujet d'aujourd'hui sur les plantes tout simplement. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de micro-habitat de tiny house. En allant sur le site easyplace.fr, vous avez un système de
prise de rendez-vous avec une consultation. La consultation est à 90 €, ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, vous ne faites pas vraiment de votre projet. Je vous donne déjà des premières solutions. Et bien évidemment, cette première consultation sera déduite si demain, vous me confiez une autre mission. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.